Bonjour, avant de commencer, je vais donc me présenter brièvement. Donc Alexis Febvay, je suis éducateur sportif adapté au sein de l'IME PEP CBFC à Dijon. Je suis également à la tête de AF Sport Concept, une société d'entraînement sportif, études posturales, et dans laquelle je décline ce que je propose à travers l'IME, à savoir l'apprentissage du vélo pour tous. Donc, mon parcours, c'est le suivant. Donc, j'ai été cycliste pendant 20 ans, à un bon niveau amateur, donc en première catégorie amateur, ce qui est le meilleur niveau amateur, jusqu'en 2008, date à laquelle j'ai été embauché par le comité régional handisport de Bourgogne. Donc, j'étais conseiller technique handisport et j'ai dû développer les activités sportives pour les personnes handicapées sur la région. Parallèlement à ça, je travaillais avec le Tandem Club Dijonnais et j'ai développé une école de VTT handisport pour les jeunes malvoyants. Et donc, de cette expérience, 4 jeunes malvoyants du Clos Chauveau nous ont rejoints. On a pu collaborer avec le club de Ruffey-les-Échirets via l'école de VTT pour participer aux entraînements. Et parmi ces 4-là, un jeune s'est démarqué. Il s'agissait de Damien de Beaupuy qui montrait quand même une envie bien au-dessus de la moyenne et des capacités quand même très importantes. Et donc avec le Tandem Club Dijonnais, on a pu l'attirer dans le club, le faire progresser petit à petit avec des pilotes. Et moi donc j'ai dû reprendre du service en 2010 avec lui parce qu'il avait quand même un niveau qui était très acceptable. Dans l'idée de le préparer pour les Jeux paralympiques de Rio. Sauf que ça a été beaucoup plus vite que prévu. Dès la première année, on a commencé à gagner des épreuves nationales. Puis après, on a été appelé en équipe de France handisport. Et lors de notre première Coupe du Monde en Espagne, on a gagné. Donc ça nous a fait enchaîner sur plusieurs beaux résultats dans les épreuves internationales. On a pu gagner notre place pour les Jeux paralympiques de Londres et donc participer au contre-la-montre et à l'épreuve en ligne. Et avec une 5e place au contre-la-montre. Et malheureusement, la course en ligne, on a dû abandonner suite à un bris de matériel, mais c'était ce qu'on visait et on était médaillable, enfin on était pris dans l'équipe de France pour cette épreuve-là. Donc ça s'est un peu mal terminé, mais malgré tout, on est ressorti de là avec des souvenirs plein la tête. Et une expérience paralympique dont je suis très fier et très heureux d'avoir participé. Donc, durant cette conférence, je vais vous présenter brièvement ce qui se passe au niveau fédéral et au niveau international pour les personnes handicapées pour pratiquer le cyclisme sur le plan de la compétition. Mais je vais décliner aussi ce qui se passe et ce qu'on peut adapter sur le plan du loisir et du vélo pour tous. Donc, si vous avez pu suivre un petit peu les Jeux paralympiques cet été, vous avez vu la multitude d'épreuves qui s'y déroulent. Plus on avance dans le temps et plus il y a d'épreuves, plus les sports deviennent accessibles. Et en fait, on se rend compte que la limite est... Il n'y a pas forcément de limite en fait pour pratiquer une activité sportive. Il suffit juste de trouver les solutions. Donc, comme dans la plupart des activités sportives et du quotidien, l'activité cycliste de loisir et de compétition peut être adaptée à chacun d'entre nous. Et donc, quelles que soient les particularités physiques et cognitives. Donc, pour adapter une discipline, il y a 3 vecteurs. L'adaptation matérielle, l'adaptation pédagogique et l'adaptation réglementaire. L'adaptation réglementaire, on va la voir notamment sur les compétitions avec, comme son nom l'indique, des règlements adaptés pour permettre à des pratiquants possédant des déficiences de pouvoir quand même bénéficier de l'essence du sport qui est pratiqué. Donc, revenons-en au vélo. Donc, au niveau de l'adaptation matérielle, on peut distinguer que pour tout type de handicap, il y a un vélo spécifique. On a le tandem, on a le handbike, le tricycle ou les assimilés, mais aussi le vélo ordinaire adapté.
Donc déjà le tandem, je vous ai parlé de mon expérience en tandem. Donc là, j'ai mis en photo nos coéquipiers de l'équipe de France du moment, donc John Sacomandi et Olivier Donval, qui étaient les champions du monde en titre. Donc on était 2 tandems performants au sein de l'équipe de France. Donc je ne me suis pas mis en photo, j'ai mis les copains. Donc le tandem, il est plutôt préconisé pour les personnes déficientes visuelles. Au niveau sportif, au niveau compétitif, c'est uniquement pour les personnes déficientes visuelles. Quand j'entends personnes déficientes visuelles, je ne parle pas que des personnes aveugles, je parle aussi des malvoyants. Si je prends l'exemple de Olivier qui était derrière, ou de Damien qui était mon stalker, on appelle le stalker, c'est la personne qui est derrière. C'est des personnes dans des milieux où la circulation était faible et sur des routes qu'ils connaissaient, ils pouvaient circuler tout seuls en vélo. Par contre, ça leur était vraiment impossible de pratiquer la compétition en vélo ordinaire. Ils avaient besoin d'un guide pour justement pallier à tout ce qui se passe en compétition, à tous les dangers et à toutes les informations qu'il faut prendre. Pour ma part, Damien était albinos. Donc en fait, il avait une hypersensibilité à la lumière et une très grosse myopie. Donc quand je roulais avec, ça m'est arrivé de rouler une fois ou deux avec lui, chacun avec notre vélo. Il pouvait suivre, en fait il voyait ce qui se passait grossièrement, mais il n'arrivait pas à percevoir les détails. Donc quand il voyait un obstacle, il le voyait vraiment au dernier moment. Donc vous imaginez bien que sur des routes à l'entraînement choisies, ça peut encore passer, même si moi je n'aimais pas trop, mais bon, il le faisait. En compétition, c'était hors de question. En loisir, le tandem, et ça on peut en parler avec le Tandem Club Dijonnais, le tandem n'est pas uniquement adapté pour les personnes déficientes visuelles. On peut retrouver des personnes présentant une hémiplégie ou des troubles de l'équilibre qui vont se remettre en selle grâce au tandem. Déjà c'est rassurant, si on a un pilote qui tient la route quand même. Ça peut être flippant aussi, mais de manière générale, c'est assez rassurant. C'est convivial également, parce que bon, quand on est pilote de tandem, c'est pas forcément une corvée, on prend du plaisir à rouler avec quelqu'un, et on peut avoir des sensations. Quand ça pousse un tandem qui roule, ça roule très vite. Et donc voilà, donc c'est rassurant et ça permet de pallier à certaines difficultés au niveau moteur également, parce que le tandem, comme vous le voyez sur la photo de gauche, c'est 2 vélos qui sont reliés par une chaîne relais qui relie les 2 pédaliers. Donc l'effort est fourni de manière égale par les 2 personnes sur le tandem. Il n'y en a pas un qui pousse plus fort que l'autre, c'est pas possible. Ou alors ça dure pas longtemps. Donc voilà, ça c'est une adaptation, c'est un dérivé qu'on retrouve dans le loisir. Mais par contre au niveau compétitif, c'est bien sectorisé. Les tandems sont adaptés pour les personnes déficientes visuelles. Donc le handbike est préconisé pour les personnes amputées, les personnes paraplégiques ou les personnes tétraplégiques incomplètes. Au niveau international et au niveau national, on décline 5 catégories de handbike. Donc la catégorie handbike, c'est les H. Et en fait, il y a 5 catégories qui vont de 1 à 5. 5, c'est les moins handicapés et 1, c'est les plus handicapés. Donc la personne qu'on voit sur la photo de droite, c'est un H5. C'est une personne qui est amputée, donc qui ne bénéficie pas de ses membres inférieurs, mais par contre qui a tout un appui lombaire et ses abdos et qui peut se tenir en position assise, donc qui a plus de force. La personne qui est à gauche est en catégorie H3. Donc H3, ça commence à avoir une atteinte au-dessus des abdos. Donc la personne peut utiliser ses bras, mais par contre ne bénéficie pas des abdos. Donc vous voyez que la position est plus couchée. Et quand on va vers la catégorie H1, là on a des personnes qui sont tétraplégiques incomplètes, donc qui ont qui n'ont pas l'usage de leurs jambes, qui ont l'usage partiel de leurs bras. Et au-delà de ça, il faut voir aussi la particularité de ces sportifs-là, c'est qu'ils ont d'autres soucis qui sont liés à ces pathologies-là. Une personne tétraplégique aura des problèmes de digestion, des problèmes de thermorégulation, qui vont être très handicapants pour planifier une performance. Donc on peut se rendre compte dans ces catégories-là, même des athlètes sur une même compétition d'une semaine, il peut y avoir un contre-la-montre le jeudi, l'athlète va être très performant, et le dimanche, une course en ligne où l'athlète ne sera pas du tout performant
car il y a des problèmes de thermorégulation, car il y a des problèmes de déshydratation, c'est vraiment très aléatoire et il faut un suivi vraiment très particulier pour ces athlètes-là. Donc vous voyez qu'ils font du handbike tous les deux, là, ces personnes, le H5 et le H3, mais par contre, on n'est vraiment pas dans les mêmes tranches de handicap et vraiment pas sur les mêmes types d'athlètes. Donc les tricycles ou assimilés. D'un point de vue sportif, on va s'atteler au tricycle pour les personnes paralysées cérébrales, donc qui ont des pertes motrices ou des grosses difficultés d'équilibre. On en revient un peu pareil que pour les personnes déficientes visuelles. Certains athlètes, donc il y a deux catégories au niveau des tricycles au niveau international, les T1 et les T2. Donc pareil comme pour les handbikes, plus on va haut dans les chiffres, moins vous êtes handicapé. Donc pour les T2 par exemple, il y a certains tricycles qui peuvent faire du vélo comme ça à l'entraînement, du vélo à 2 roues. Par contre c'est impossible pour eux de pratiquer en peloton avec 2 roues, ça serait bien trop dangereux. Donc on évolue sur des tricycles. Donc au niveau compétition, les tricycles, c'est ni plus ni moins que des vélos ordinaires avec un ajout de 2 roues. C'est des modules spéciaux qu'on ajoute pour mettre 2 roues à l'arrière. D'un point de vue loisir, donc il y a les tricycles, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler des stabilisateurs. Donc c'est sur la diapositive de droite et c'est ce que je préconise. C'est des stabilisateurs à ressort qui permettent d'avoir un équilibre certain en terrain varié, également en terrain varié, je veux dire. Vous voyez le dessin à droite, que les suspensions s'adaptent au terrain et ça permet à des personnes présentant des gros troubles de l'équilibre d'évoluer avec un vélo ordinaire. Et c'est quand même moins stigmatisant qu'un tricycle qu'on peut voir pour les personnes qui connaissent, les tricycles qu'on appelle les tricycles sécu. Donc c'est des tricycles qui sont avec des roues en plastique et qui sont vraiment pas jolis. Donc moi je préconise plutôt les stabilisateurs pour les personnes ne pouvant vraiment pas avoir un équilibre. On en vient enfin aux vélos adaptés. Donc les vélos adaptés, c'est pour les personnes amputées ou assimilées. Donc quand je parle assimilées, c'est des personnes qui conservent leurs membres mais qui ne peuvent pas s'en servir. Et donc les personnes présentant une défaillance musculaire ou articulaire des membres inférieurs ou supérieurs. Donc là, c'est comme pour les handbikes, il y a 5 classifications. Si on prend là, les photos que j'ai mis, il y a 5 photos. On va partir de la droite avec la catégorie C5. Là en photo, c'est Sarah Storey, c'est une multiple championne paralympique. Alors je ne sais pas si vous voyez là sur la photo, mais en fait, sa main gauche, elle a une main qui est atrophiée. Donc elle a un handicap mineur. Il y a certains athlètes en C5, finalement, quand on les voit pédaler, on ne voit même pas qu'ils sont handicapés. On a l'exemple de nos Français pour les Jeux paralympiques de cette année, Kevin Lequinf, qui a été champion paralympique, qui courait en élite au niveau national, qui a gagné des courses en élite avec les valides. Et finalement, quand on voit ce gars-là, on ne se rend pas compte tout de suite qu'il est handicapé, mais il est né avec un pied beau, donc le pied à l'envers, et une atrophie une atrophie légère, mais quand même une atrophie au niveau du mollet. Donc il a quand même une perte musculaire relativement importante et une perte articulaire assez importante. Donc ces athlètes-là vont être dans la classification C5. En C4, là en photo j'ai mis Sébastien Serrière, c'est un ancien athlète de l'équipe de France qui a été pareil plusieurs fois aux Jeux paralympiques, qui habite pas si loin d'ici, il habite dans les Vosges. Donc lui il est amputé tibial. Donc vous voyez qu'il a une prothèse rigide sous le tibia, et donc là c'est la catégorie C4. Un peu plus à gauche on a Jérôme Lambert, donc qui est dans la catégorie C3, et lui il est amputé juste au niveau du genou. Et donc, il a une prothèse articulée. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les photos. Donc, il a une prothèse articulée. Là, il ne peut pas bénéficier de l'appui de son genou complet. Il a une perte musculaire au niveau de l'insertion du genou. Donc, lui, il est en catégorie C3. Et là, il est passé en catégorie C3, mais il a déjà pu évoluer en catégorie C2, qui est la catégorie juste à côté avec Laurent Thirionnet, la catégorie des amputés fémoraux. Donc là, la jambe est maintenue dans un fourreau. Et donc là, il n'y a aucune activité au niveau de la jambe. C'est juste un maintien. Et les personnes pédalent uniquement avec une jambe.
Enfin, on va retrouver en catégorie C1, donc la catégorie qui est la plus handicapée, des personnes handicapées au niveau des 2 membres inférieurs, mais également au niveau des membres supérieurs. Donc là, on a un Espagnol qui, lui, a une prothèse à gauche, il a une orthèse à droite, on ne la voit pas sur la photo, et il a 2 moignons. Donc vous vous rendez compte quand même, quand je dis que le vélo est accessible pour tous, quand vous voyez ces gars-là, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a peut-être des choses à faire pour tout le monde au niveau du vélo. Alors ça ne vient pas comme ça demande des adaptations quand même. Il y a une catégorie que je n'ai pas spécifiée qui est également à prendre en compte, c'est les sourds et malentendants. Effectivement, une personne sourde va avoir ses 2 mains, ses 2 jambes, normalement ne va pas avoir de problème au niveau physique. Par contre, il y a tout un processus à prendre en compte sur la compréhension et la circulation en groupe qui est très, très complexe au final avec des personnes valides, et ça va demander un temps d'adaptation assez important. Je vois par exemple au niveau si vous avez un jour des sourds que vous accueillez dans un peloton cyclosport, vraiment bien mettre au point le code, les règles de conduite en peloton, ça peut éviter des belles chutes, quoi. Alors pour la petite histoire, j'en reviens au niveau des sourds. Il faut savoir que les premiers clubs handisport, en France et même au niveau international, ont été pour les personnes sourdes, au XVIIIe siècle. Donc ça remonte à loin, hein. Au niveau des personnes handicapées physiques, il faut partir au début du XXe siècle pour voir trace des premiers clubs de jambes de bois, comme ils appelaient. Alors là, on a vu la partie matérielle à adapter. Il faut aussi adapter la pédagogie. Quand vous avez une personne handicapée, en situation de handicap, qui veut évoluer sur un vélo, il va falloir prendre en compte certains points. Donc déjà, dans un premier temps, le faire évoluer dans un cadre sécurisé et rassurant. Quand on apprend à faire du vélo, quand on veut évoluer pour la première fois, on ne va pas aller forcément sur une route, c'est sûr. On va plutôt miser sur un terrain vague, un endroit qui est plutôt sécurisant et qui est plutôt familier à la personne aussi. C'est rassurant. Il faut comprendre les troubles de l'apprenant. Si on n'a pas une connaissance minimale du handicap, c'est quand même compliqué de voir la suite. Donc la suite, ça va être d'adapter le matériel en fonction du handicap, mais également de trouver les points forts à développer pour pallier aux incapacités. Une personne handicapée va présenter des déficiences. Il faut déjà faire la part des choses entre le handicap et la déficience. La déficience, une personne par exemple à qui il manque une main, va avoir une déficience, va avoir la déficience de sa main, mais ne sera pas forcément handicapé dans une situation. Une personne à qui il manque une main, si on lui dit de faire un foot, il ne va pas être handicapé, il va jouer avec ses pieds. Donc il faut faire la différence entre les deux. On note une déficience et un handicap différemment. Donc là, on va chercher à comprendre les déficiences pour voir quel handicap ça représente dans l'activité et pallier à ces handicaps avec les points forts de cette personne. Vous me suivez ? Le point suivant, c'est se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Donc quand je prends une personne en situation de handicap pour l'apprentissage du vélo, il y a toujours une séance d'évaluation où après on discute. Moi, je vois un petit peu comment ça se passe et quel va être l'objectif à court terme. Donc l'objectif à court terme, ça va être l'objectif de la séance. Quel va être l'objectif à moyen terme, l'objectif du cycle des séances, et l'objectif à long terme, au bout de plusieurs cycles éventuellement, qu'est-ce que cette personne va être en mesure de faire? Est-ce que cette personne va être en mesure de pouvoir rouler sur la voie publique? Est-ce que cette personne va juste pouvoir profiter en milieu sécurisé d'aller se balader en vélo? Ou est-ce que cette personne va vraiment éprouver des difficultés et je vais devoir juste lui apprendre le cycle de pédalage et la faire travailler avec des stabilisateurs pour pouvoir évoluer en toute sécurité? Donc voilà, il y a 3 types d'objectifs à atteindre. Et donc la dernière des choses, il n'y a aucun handicap qui se ressemble. Que ce soit dans mon activité d'éducateur sportif adapté ou à travers l'apprentissage du vélo, je rencontre différents types de handicaps
et il n'y a pas de solution miracle pour tous les types de handicap. Il faut réfléchir, il faut parfois bricoler et il ne faut pas hésiter à créer, à tester, quitte à ce que ça ne marche pas. On peut toujours essayer. La seule chose à ne pas faire, c'est à s'obstiner dans une direction qui n'est pas la bonne. Donc on essaye, on tente des choses, on essaye de ne pas mettre en danger la personne, mais on tente des choses, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, on revient en arrière, des fois ça nous donne une idée pour faire autre chose, jusqu'au résultat obtenu, enfin jusqu'au résultat voulu plutôt. Donc moi, avec AF Sport Concept, en fait c'est la déclinaison de ce que je fais au sein de l'IME PEP CBFC. Donc je suis éducateur sportif là-bas. Et je propose aux jeunes, donc on a des jeunes déficients intellectuels, mentaux et présentant des troubles psychiques qui ont des handicaps associés, donc souvent des troubles de l'équilibre ou alors vraiment des troubles de la coordination sévère. Et donc ça fait quelques années que je propose en parallèle des cours de PS traditionnels de l'apprentissage du vélo. Et donc je les ai en petits groupes. Donc quand je dis petits groupes, c'est soit individuel, soit des groupes de 2 ou 3. Et sur des séances d'1 heure maximum, on fait des séances d'apprentissage du vélo. Et l'objectif, c'est de pouvoir les faire rouler sur 2 roues. Bien sûr qu'il y a la solution, j'ai envie de dire, de facilité, qui puisse faire du tricycle ou qui puisse avoir des stabilisateurs. Mais moi, je crois vraiment que le fait de rouler en 2 roues est plus accessible qu'on le pense pour la plupart pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, riche de cette expérience où j'ai pas, enfin pour ainsi dire, j'ai pas eu de, enfin je suis à 100% de réussite au sein de l'IME, donc j'ai voulu le décliner pour les adultes handicapés dans un souci de mobilité. Je me tourne vers les personnes travaillant principalement en ESAT, qui souvent se déplacent en transport en commun ou en taxi. Et donc je me dis que dans un souci d'autonomie, il y a l'accès au vélo qui peut être également possible pour ces personnes-là. Donc il y a les travailleurs en ESAT, mais il y a aussi toutes les personnes handicapées qui sont dans les foyers de vie ou même des personnes qui sont en famille mais qui n'ont jamais osé ou eu l'idée d'apprendre à faire du vélo. Et si ce n'est pas un bien au niveau de la mobilité, il faut aussi pouvoir accepter de faire du vélo dans un but de loisir ou dans un but de santé. Et ça peut être accessible pour chacun d'entre nous. Donc, en fait, moi, ma méthode, je reprends, parce que je suis aussi éducateur au niveau du savoir rouler à vélo dans les écoles, je reprends un peu les bases du savoir rouler à vélo, mais je l'adapte, en fait. Donc forcément, le savoir rouler à vélo, en fait, en 10 heures, il faut qu'un enfant puisse circuler sur la voie publique. Là, nous, ça ne va pas être sur ces tranches horaires-là. Finalement, il n'y a personne, il y a aucun pratiquant qui a le même nombre de séances. Je fonctionne par cycle de 6 séances. Donc une séance d'évaluation et 5 séances espacées d'une semaine. Des séances d'environ 1 heure. Pas plus parce que ça demande un très gros effort de concentration et c'est pas productif de faire plus. Et donc, lors de cette première séance, j'essaye justement, je vous parlais d'objectifs à moyen terme, je fixe un objectif à la fin de ce cycle de 6 séances. Donc objectif à moyen terme. Et donc, voilà, on essaye d'arriver à cet objectif à la fin des 6 séances. Donc ça peut être, pour certaines personnes, ça va être de circuler sur la voie publique à la fin des 6 séances. Pour d'autres, ça va être de pouvoir faire une ligne droite en pédalant tout seul. Pour d'autres, ça va être juste de comprendre le cycle de pédalage. Ou juste de pouvoir, je sais pas, de pouvoir changer de direction. Chaque personne aura un objectif différent. Et donc, moi, à la fin de ces 6 séances, je leur donne un certificat, justement, leur garantissant ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils sont garantis de pouvoir faire. Voilà. Si la personne veut faire plus, c'est sa responsabilité. Moi, je m'engage pour telle chose à la fin du cycle. Donc, je parle dans le point suivant d'une relation étroite avec les équipes de rééducation, les familles et les encadrants.
Quand je travaille avec les personnes accueillies en foyer d'accueil ou dans les ESAT ou suivies par des établissements, je ne travaille jamais tout seul. Je suis toujours avec des éducateurs spécialisés ou en lien avec des kinés ou des ergothérapeutes. Les ergothérapeutes, je vous parlais de l'adaptation matérielle, c'est très important puisqu'ils vont nous apporter, on va collaborer et ils vont nous apporter avec les kinés aussi peut-être des pistes de travail pour pouvoir développer une accessibilité au vélo, enfin, pour pouvoir compenser justement ces points faibles par les points forts, développer les points forts. Et donc je suis en relation étroite avec eux. À chaque fin de séance, je fais un bilan de séance où je parle de ce dont j'ai travaillé et je présente la prochaine séance pour montrer un petit peu l'évolution. Et donc enfin, je vous disais, l'apprenant termine son cycle avec une certification qui lui indique les conditions de pratique requises en fonction des capacités. Donc voilà, la personne finit son cycle et sait ce dont il est capable ou pas de faire. Donc voilà, j'ai mis l'image d'un pratiquant qui a réussi à faire du vélo tout seul. C'est une personne qui est hémiplégique, donc avec le bras gauche indisponible, la jambe gauche qui est utilisable, on va dire, à 30%, donc pas beaucoup d'efficacité. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, alors j'étais très sceptique à la base, je me suis dit que ça allait être compliqué, mais c'est une personne qui, avant son accident, pouvait faire du vélo. Et donc, il faut savoir que le corps a une mémoire cellulaire et il faut juste réactiver les neurones qui ont été atteints et qui ont été affaiblis par un manque de pratique. Et il s'avère qu'à la fin des 6 séances, ce jeune homme a pu pratiquer 2 tours de terrain. Et finalement, il est en mesure de pouvoir évoluer sur un terrain stable. Déjà dans un premier temps, il a fini son premier cycle. Je lui ai pas dit, c'est bon, tu peux y aller, tu peux aller sur les chemins, tu peux aller faire une balade tout seul. Je lui ai dit non, tu peux par exemple aller au lac Kyr, faire un tour du lac Kyr, pas tout seul, accompagné. Donc là, j'ai eu son frère qui est venu faire une séance avec nous pour voir comment je l'installais et comment je procédais pour le faire partir et le faire arrêter. Et donc voilà, il est reparti avec ce qu'il pouvait faire, quelle adaptation il pouvait faire sur son vélo, parce qu'il pouvait utiliser que la main droite, donc le système de freinage double, c'était préconisé pour lui. Et un cale-pied sur la jambe gauche, je ne sais pas si vous voyez, il y a un cale-pied simple sur la jambe gauche qui va permettre à sa jambe d'accompagner le mouvement de sa jambe droite. Donc voilà, c'est des petits systèmes assez simples, mais qui permettent à moindre coût de pouvoir pratiquer le vélo adapté. Alors là, je vais vous passer 3 petits films. Le premier film, c'est pour récapituler un petit peu ce qui se passe au niveau paracyclisme. Au niveau paracyclisme, je vous ai exposé les catégories. Donc c'est un petit film de 1 minute 30 qui réexplique ça. Et après, je vais vous montrer des vidéos montrant justement l'apprentissage du vélo pour des personnes. Donc une jeune fille qui a des troubles de l'équilibre et des troubles de la coordination très importants. Donc là, c'est un petit film de 5 secondes, c'est pas très long, mais c'est juste pour vous montrer les petites méthodes que je peux avoir qui sont rudimentaires, mais qui fonctionnent. Et la dernière vidéo, il s'agit d'un apprenant qui a la cinquantaine, qui a été victime d'un AVC et d'une tumeur à l'oreille interne il y a une dizaine d'années, donc qui n'a jamais refait de vélo depuis plus de 10 ans. Et au bout des 6 séances, qui est parvenu à pouvoir réaliser 4 km tout seul au parc de la Colombière, donc qui a pu évoluer. Et je vous expliquerai un petit peu les étapes des 6 séances, mais j'y croyais pas forcément, puis finalement ça passe. Donc comme quoi, il y a des choses qui peuvent se mettre en place et qui sont vraiment adaptées pour toute personne. Allez, c'est parti. Séoul 1988, le paracyclisme entre au programme des Jeux paralympiques. Moi, l'athlète, sur la piste, sur la route, en individuel ou par équipe, j'affronte mes adversaires ou le chrono. Tactique et résistance sont mes mots. Mon matériel, spécifique à mon handicap. La couleur de mon casque, reflet de ma catégorie.
En vélo de course, ma lettre de classification est le C. C comme cycle. 5 catégories. Plus le chiffre est petit, plus mon handicap est influent. Si je ne peux pas pédaler avec mes jambes, j'utilise un handbike. Ma lettre de classification est le H. 5 catégories, uniquement sur route. En manque d'équilibre, j'utilise un tricycle. Ma lettre de classification est le T. 2 catégories, uniquement sur route. Déficient visuel, j'utilise un tandem. Ma lettre de classification est le B. B comme blind. Avec mon pilote, nous conjuguons nos forces. Ce sont mes exploits. Ce sont nos exploits. Je suis, nous sommes les Paralympiens. Rendez-vous sur france-paralympique.fr. Alors, pour la petite histoire, je vais essayer de retrouver l'image. Attendez voir. Ce monsieur-là, là, que vous voyez en handbike, pour ceux qui suivent les sports automobiles, c'est Alessandro Zanardi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il a été victime, donc il a fait de la Formule 1. Et il a été victime, après sa carrière de Formule 1, il faisait de l'IndyCar. Il a été victime d'un accident terrible qui lui a sectionné les 2 jambes. Et donc, il s'est reconverti au handbike. Et donc, il a été plusieurs fois champion du monde, champion paralympique. Et c'est quand même une star en Italie. Donc, le mouvement paralympique se développe et on commence à voir des athlètes de très haut niveau qui se tournent vers le paracyclisme, comme on a pu voir cet été avec des pilotes de tandem comme François Pervis, qui a été multiple médaillé au championnat du monde sur piste et qui est devenu pilote de tandem également. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Alors... Donc là, je n'ai pas fait dans le bon ordre, mais là, donc, je vous présente le monsieur donc, qui a été victime d'un AVC. Et donc ça, c'était l'avant-dernière séance, une séance test avant que je puisse l'emmener au parc de la Colombière pour voir un petit peu combien de temps il pouvait pédaler. Donc là, je reste quand même à côté. Donc c'était un parcours assez simple, où là, il devait quand même viser les plots. Je regardais un petit peu sa façon de pédaler, s'il restait droit. Et donc avec ce monsieur-là, donc oui, il a été victime d'un AVC et d'une tumeur à l'oreille interne. Donc tumeur à l'oreille, une opération qui l'a privé quand même d'équilibre. Il a des très gros problèmes d'équilibre. Quand il marche, il est obligé de regarder régulièrement par terre. Et donc sa tumeur, son AVC l'a privé également d'une partie de son champ visuel. Donc il a du mal à situer, par exemple... Il a du mal à situer sa main droite de mémoire sur son guidon. Donc finalement, il ne savait jamais vraiment s'il était penché, s'il était droit. Donc il a fallu trouver des systèmes au niveau de la vision, de la façon de regarder, qui déjà de 1 lui donnaient pas des vertiges, qui pouvaient le rassurer. Et en fait, il y a tout un tas de mécanismes qui se sont remis en route justement au niveau de la mémoire cellulaire, et il a pu regagner tout ce qu'il avait acquis au niveau de l'équilibre et au niveau de la façon de pédaler. Donc ça s'est pas fait comme ça. Au début des séances, il fallait que je le tienne. Déjà, il montait sur le vélo, il était hyper crispé, donc les premières séances, c'était juste faire un aller-retour en étant tenu, en essayant de guider son vélo. Rapidement, je lui ai mis des stabilisateurs pour pouvoir reprendre justement le schéma corporel du cycle de pédalage et reprendre également la façon de diriger le vélo. Et arrivé à moitié de cycle, je lui ai enlevé les stabilisateurs et on a pu reprendre justement le travail d'équilibre et son nouveau schéma moteur qu'il devait faire justement pour essayer de trouver un équilibre et de trouver des nouveaux repères. Donc une fois qu'il avait acquis ça, il a tout de suite trouvé l'équilibre et on a pu repartir. Et ce monsieur-là, malgré sa fatigue intense, là il est capable, donc à la fin de son premier cycle, il a été capable, moi je lui ai donné l'accord de pouvoir circuler sur des chemins non ouvert à la circulation, mais quand même circuler sur des chemins en faisant 10 minutes aller, 10 minutes retour dans un premier temps et d'allonger petit à petit, par tranche de 5 minutes, ses balades. Il prévient sa femme qu'il est à tel endroit, il se fait sa balade. Là, rien que de le voir au parc de la Colombière faire ses 2 tours de parc, il avait le sourire jusqu'aux oreilles, donc c'était gagné, donc c'était bon. Donc voilà pour ce monsieur. Et la dernière vidéo
que je veux vous montrer. Elle est là. Donc là, c'est une jeune fille qui présentait des gros troubles de l'équilibre et donc de la coordination. Et vous voyez, je mets les mains dans le cambouis, je lui tiens la pédale avec le pied. Vous voyez, elle pédale à l'envers, donc j'essaye de lui réapprendre à faire un cycle de pédalage efficace. Je me suis déjà vu avec certains élèves de mon IME devoir les mettre par terre, leur prendre les pieds et leur actionner les jambes pour essayer de leur faire comprendre, de leur faire intégrer comment on propulsait le vélo. Voilà, il y a tout un tas d'astuces comme ça qui sont rudimentaires, mais qui font leurs preuves. Pour des personnes, les premières séances, souvent, j'enlève les pédales et je les fais fonctionner en draisienne. Donc, ils poussent avec leurs pieds et j'essaye de leur faire gagner de l'équilibre. Pour certaines personnes, c'est pas possible. Il y a des personnes qui apprennent, mais qui ont des orthèses au niveau des jambes, donc ils peuvent pas pousser, donc on passe directement aux pédales. Donc vous voyez, il y a rien qui est vraiment défini, et c'est vraiment la connaissance du handicap et la connaissance des personnes qui va me faire proposer des séances par la suite, quoi. Je viens jamais avec 6 séances préconçues. C'est pas possible. Je m'adapte vraiment à la personne. Je m'adapte à la fatigabilité aussi de la personne. Il y a des personnes qui arrivent. Là, la personne qu'on a vue avant, il peut qu'elle ait fait une crise d'épilepsie la veille ou l'avant-veille, et qui va avoir une très grosse fatigue. Donc, je ne vais pas proposer le même contenu que j'avais prévu. Donc, il y a tout un tas de critères à prendre en compte quand on propose des séances de vélo adaptées. Donc voilà, si j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah non. Il y a un camp? D'accord, non, mais j'en ai pas entendu parler, non. Non. D'accord, ok. J'essaierai de me tenir au courant. Ouais. Eh ben oui, s'il est en handbike, oui, il est en H5. S'il est amputé des 2 jambes et qu'il fait du handbike, c'est H5. C'est les plus hauts niveaux, c'est les moins handicapés en fait, H5. Ah, il a pas de bras? Mais il fait du vélo, il fait pas du handbike. Oui. Sans les bras? Ah ben, je vais aller voir alors. D'accord, ouais, j'irai voir, ok. D'accord, je connais pas, mais s'il est amputé au niveau des bras, il a peut-être les moignons, du coup, il doit avoir un système pour tenir les moignons. Ouais, ouais, mais ça doit être ça, je pense, parce que. D'accord. D'accord, ok. Ouais, j'irai voir, du coup. Oui, donc, ouais, il est vraiment très handicapé et il a l'air d'avoir un bras amputé à moitié et un autre complet. Donc oui, il serait largement H1. Ouais. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions. Donc voilà, pour les. Oui. Oui, Cédric, oui. Oui, Cédric, oui. Eh ben, je crois bien qu'il avait fait des essais en tandem, justement. Ouais, ouais. C'est possible. Oui, oui, mais il me semble qu'il m'en avait parlé. Ouais, ouais. Et donc, ouais, c'est l'exemple type, justement, d'une personne qui est hémiplégique et qui a essayé le tandem. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me rappelle, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Au niveau de la jambe et du bras, il a été pas mal opéré, hein. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Ouais, il y a des fois, il faut les tenir, hein, quand on a des personnes qui sont assez corpulentes, qu'on commence à tenir comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Ouais, oui. Oui, 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 bah, c'est bien lui alors. Merci pour votre attention, je vous remercie. Merci. Hein. Hein. Bah, c'est gentil. Bah, c'est gratifiant aussi. Hein. C'est vrai que bah, c'est sûr que c'est un métier, mais des fois c'est pas simple. Hein. Bah ouais, non, mais il y a des fois, moi je m'arrache les cheveux. Hein. Des fois je suis là, je me dis on va pas y arriver. Et puis c'est surtout en fait la plus grosse difficulté, c'est pas pour les personnes qui ont des problèmes physiques, mais c'est les personnes qui ont des troubles cognitifs. Nous, le plus difficile, c'est à l'IME, parce qu'on a des jeunes qui sont déficients intellectuels et du coup qui ne comprennent pas ce qu'on dit forcément, le schéma moteur.